Les personnes qui critiquent Vladimir Poutine affirment qu'il n'a pas été très ferme dans le langage qu'il a utilisé pour avertir l'Occident. Et il me semble que Vladimir Poutine est, vous savez, la voix de la raison. C'est grâce à lui que nous n'avons pas une guerre nucléaire ou une troisième guerre mondiale dans le cadre du conflit en Ukraine. Mais ces personnes ont tout de même un point valable dans leur critique. Et voici ce que Donald Trump a dit, ce qui est, à mon avis, extrêmement problématique. Voici ce qu'il a dit. Sur la question de savoir s'il faut fournir directement des missiles Tomahawk à l'Ukraine ou les vendre à l'OTAN et laisser l'OTAN les transmettre à l'Ukraine. Oui, j'ai en quelque sorte pris une décision à peu près, si on y réfléchit. Oui, je pense que je veux savoir ce qu'ils font avec eux. Tu sais, où ils les envoient, je suppose. Il faudrait que je pose la question. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Elle ne serait jamais arrivée. Un si mauvais jugement a été utilisé là-bas. Je pense que c'est le cas des deux côtés d'ailleurs. Mais personne ne sort grandi de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Personne. C'est horrible. Cette semaine, ils ont perdu plus de 7000 soldats à eux deux. Chaque semaine, ils en perdent 7000, 8000, 5000. Ils ont une portée d'environ 2400 km ou quelque chose comme ça. Non, je sais. Non, je poserai quelques questions. Je veux voir ce qui se passe. Je ne cherche pas à précipiter les choses. Ouais. Il dit littéralement, Scott, qu'il a, en quelque sorte, pris sa décision d'envoyer des missiles Tomahawk à l'OTAN et à l'Ukraine, mais qu'il veut d'abord savoir ce qu'ils en font. Ils ne vont pas les utiliser pour décorer leur maison. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends ça comme ça. Eh bien, tout d'abord, pouvez-vous me donner les noms des personnes qui disent que Vladimir Poutine est faible? Ce n'est pas seulement à propos d'une personne en particulier, parce que je veux pas... Je sais qui est cette personne. C'est Gilbert Doctorow. Et c'est un sacré idiot. Je vais le dire tout de suite. Ce qu'il raconte est d'une irresponsabilité grossière et montre une ignorance totale de la réalité de la Russie. C'est un homme qui reste assis en Belgique à regarder la télévision russe. Il passe des coups de fil à une poignée d'élites russes marginalisées, aussi impuissantes que possible, sans aucun lien avec les véritables structures de pouvoir en Russie. Vladimir Poutine bénéficie de plus de 80% de soutien parmi le peuple russe. Jamais, dans l'histoire du monde, un dirigeant avec un tel niveau de soutien populaire n'a été renversé par un coup d'État. Jamais. Donc Doctorow ne sait absolument pas de quoi il parle. Et c'est très dangereux pour lui de dire cela. Et c'est très dangereux pour les gens de lui accorder du crédit parce que c'est complètement déconnecté de la réalité. Ce que cela fait, tout d'abord, cela ne change absolument rien en Russie. Vous croyez que les Russes en ont quelque chose à faire de ce que pense ou dit Gilbert Doctorow? Non, pas du tout. En revanche, cela donne du pouvoir à ceux qui entourent Donald Trump. Et c'est pour cela que je suis en colère. Et c'est pour cela que je m'exprime de cette manière. Vous voyez, il y a des russophobes en Amérique, et Doctorow prétend qu'il ne l'est pas. C'est un soviétologue à l'ancienne qui cherche peu importe quoi. Ce qu'il n'est pas, c'est un expert de la Russie contemporaine. Ce qu'il n'est pas, c'est un expert du contrôle des armements. Ce qu'il n'est pas, c'est un expert de la guerre. Et apparemment, il n'est pas non plus un expert de la politique américaine. Parce que s'il l'était, il comprendrait que ce qu'il dit alimente les clichés des russophobes qui entourent actuellement le président des États-Unis. Pourquoi le président agit-il comme il le fait? Il y a deux raisons. Premièrement, il est embarrassé, et c'est toujours problématique. C'est un homme qui avait dit qu'il allait décrocher le téléphone
et arrêter la guerre. C'est un homme qui affirmait avoir une excellente relation avec son bon ami Vladimir Poutine et qu'une fois qu'ils se seraient rencontrés et auraient discuté, Poutine verrait la lumière et ferait ce que Donald Trump voulait qu'il fasse, à savoir mettre fin à la guerre d'une manière qui ne résoudrait pas les causes profondes du conflit, mais qui ferait bonne figure pour Donald Trump, juste à temps pour obtenir le prix Nobel de la paix. Donald Trump a investi beaucoup de capital politique dans la fin du conflit ukraino-russe et il a échoué. Il a échoué parce que c'est pas ainsi que la Russie fonctionne. Ce n'est pas ce que représente la Russie. La Russie est engagée dans un conflit existentiel qui exige qu'elle l'emporte selon des conditions qui lui soient acceptables. Tout résultat inférieur dans un conflit existentiel signifierait que la Russie ne survit pas. Je veux rappeler aux gens, y compris à Gilbert Doctorow, que les États-Unis poursuivent actuellement une politique qui a commencé sous l'administration Biden, du moins telle qu'elle a été formulée par Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, en 2022, mais qui remonte en réalité encore plus loin. Je veux dire, on peut remonter à 2004. Hé, Gilles, dis-moi ce que c'était. Ah oui, la révolution orange à Kiev. Tu l'as étudiée, celle-là, Gilbert. Comprenez-vous le rôle que la CIA a joué en tentant de provoquer un changement de régime à Kiev et pourquoi elle l'a fait? Êtes-vous au courant de ce qui se passait en 1991 avec la CIA et les Banderas? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2008 lors du reset? Pensez-vous vraiment qu'il s'agissait d'une véritable relance diplomatique, que l'administration Obama était disposée à repenser radicalement son approche de la Russie? Ou n'était-ce qu'une couverture diplomatique pour des opérations de changement de régime en cours? Car le reset visait essentiellement à écarter Vladimir Poutine et à faire venir Dmitri Medvedev. C'est une politique qui se poursuit depuis un certain temps déjà, et elle est menée par des russophobes qui estiment que la Russie doit être subordonnée aux États-Unis. Et si Vladimir Poutine acceptait les conditions de paix dictées par Donald Trump, alors la Russie serait à jamais subordonnée aux États-Unis, subordonnée à l'Europe, et permettrait à l'Ukraine, ce point dans le ventre de la Russie, d'exister comme un membre de l'OTAN, sinon de jure, du moins de facto, un allié doté d'une grande armée formée par l'OTAN et équipé d'armes modernes de l'OTAN, y compris de missiles de frappe à longue portée. La Russie ne permettra jamais que cela se produise. Gilbert devrait le savoir, et tout le monde aussi. Mais le président est embarrassé. L'autre problème, et c'est là que j'ai un gros désaccord avec Gilbert, c'est que vous allez réellement soutenir que Vladimir Poutine est vulnérable à un coup d'État. Cela veut dire que l'Occident a une chance. Tu sais, allez, Jill, tu sais à quoi tu ressembles. Tu ressembles à Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Tu sais, quand il court après la femme et qu'il lui dit « Tu veux sortir ?» et qu'elle répond « Pas dans 1 million d'années. » Et lui, il dit « Donc tu me dis qu'il y a une chance ?» C'est exactement ce que fait le Dr. Rose. Parce que ce qu'il dit, c'est que si l'Occident continue simplement de faire pression sur la Russie, il y aura un coup d'État. Poutine tombera. Il est vulnérable. Il est faible. Il y a des gens à Moscou que l'Occident peut m'enverser Vladimir Poutine. C'est extraordinairement stupide et dangereux, parce qu'il y a des gens autour de Donald Trump qui y croient. Ils pensent que Poutine bluffe. Ils ne comprennent pas la source de la force de Poutine, à savoir qu'il est en train de gagner. Hey Gilles, dis-moi, cite-moi un seul aspect de cette guerre que Poutine est en train de perdre en ce moment. Juste un seul. Tu ne peux pas. Il gagne sur tous les plans. Tu sais, ces 5000 morts dont Trump parle, la grande majorité d'entre eux sont des Ukrainiens. Bon, c'est une guerre d'usure. C'est là que réside l'atout de la Russie. Et Poutine a dit à Valdai, tout ce que nous avons à faire, c'est continuer à les tuer. À la longue, ils n'auront plus de main-d'œuvre.
Peu importe le type d'équipement que l'Occident fournit, si tu n'as pas le personnel pour faire fonctionner cet équipement, tu perds. Et c'est la direction que prend la Russie. Les Ukrainiens sont en panique. L'Europe est en panique. Tout le monde est en panique à ce sujet. Alors maintenant, que faire? Eh bien, Donald Trump a dit qu'on ne peut pas gagner une guerre en restant sur la défensive. Si vous laissez l'autre camp attaquer, vous allez perdre. L'Ukraine doit donc être capable de riposter, c'était son grand argument. L'Ukraine doit être capable de riposter, mais je veux rappeler à Donald Trump que, je crois en décembre, il a accordé une interview au magazine Time, et dans cette interview, il a critiqué la politique de l'administration Biden, qui permet aux Ukrainiens d'utiliser des missiles d'attaque fournis par les États-Unis, ne pouvant frapper qu'à 300 ou 400 000 à l'intérieur de la Russie, ainsi que la fourniture de renseignements utilisés pour cibler ces frappes. Il a dit que c'est d'une irresponsabilité grossière, parce que cela crée une instabilité qui pourrait mener à une guerre mondiale, une guerre nucléaire. Et il a ajouté, quand je serai président, je ne le permettrai pas. Eh bien, les membres du Congrès se sentaient tellement concernés par cette question qu'ils ont présenté une résolution à la Chambre qui aurait interdit à Biden d'autoriser ou de vendre des missiles Attack-MS à l'Ukraine et interdit tout soutien fourni par les États-Unis, logistique, communication, renseignement, qui faciliterait le ciblage de ces missiles, car c'est intrinsèquement déstabilisant. Voici donc le système Attack-MS. Et maintenant, Donald Trump dit « Non, je vais donner des Tomahawks à l'Ukraine. » Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, c'est de loin plus d'un missile Attack-MS. Qu'est-ce qui a changé? Le FBI bidouille mon système comme à son habitude. Merci, FBI. Mais vous savez, donc, encore une fois, c'est un problème politique. Le point essentiel ici, c'est que les gens pensent que la Russie bluffe. Les gens croient que la Russie est faible parce que, vous savez, l'Occident a piétiné les lignes rouges encore et encore. Beaucoup de ces lignes rouges ont été créées par l'Occident, mais d'autres étaient implicites du côté de la Russie, disant « Si vous faites cela, vous allez aggraver les choses. » Et puis ils l'ont fait, et la Russie, apparemment, n'a rien fait en réponse. Vous voyez, c'est là que le Dr. Rowe et les autres se trompent complètement. La Russie a tout fait en réponse. La Russie a tué des soldats ukrainiens. La Russie a mis en déroute l'armée ukrainienne. La Russie détruit les infrastructures ukrainiennes. La Russie détruit l'industrie de défense de l'Ukraine. La Russie domine économiquement. Rien de ce que fait l'Occident n'a d'impact significatif sur la Russie. Pénurie de gaz, peut-être en Crimée. Les prix du gaz augmentent, peut-être un peu à Moscou. Mais il n'y a pas de fil de voiture à travers la Russie. Parle aux Russes, Gilles. Ne regarde pas la télévision russe et ne consulte pas les chaînes Telegram pro-ukrainiennes. Regarde la réalité de la Russie. Il n'y a pas d'impact significatif. La Russie s'est préparée à tout, car Poutine est un stratège. Plutôt que de regarder la télévision russe, Gilles Doctorow devrait probablement suivre le président lorsqu'il se déplace en Russie, rencontrant divers gouverneurs et organes de gouvernance locaux pour discuter de la manière dont ils vont surmonter ces problèmes. Qu'il lise les comptes rendus des réunions tenues à Moscou entre Poutine et le gouvernement russe, divers ministères et autres, où il parle d'énergie, et ainsi de suite. On se rendrait compte qu'il existe ici un plan stratégique, que rien ne s'est produit qui ait pris la Russie par surprise. La Russie préférerait-elle que ses raffineries ne soient pas touchées? Absolument. Qui ne le voudrait pas? Mais la Russie comprend qu'il s'agit d'un conflit et qu'il y a donc un prix à payer. Mais vous savez, les gens disent, eh bien,
Pourquoi la Russie ne réagit-elle pas de manière décisive? De combien plus décisive voulez-vous que la Russie soit? Ils massacrent les troupes ukrainiennes sur le champ de bataille dans le cadre d'une guerre d'usure que la Russie a adoptée comme principal vecteur de résolution du conflit à son avantage. Ils ont renoncé aux grandes offensives. Ils ont renoncé à une campagne de bombardement stratégique. Pourquoi? Pourquoi ne décapitent-ils pas la direction ukrainienne? C'est justement ce que tous ces soi-disant, vous savez, pro-russes ne cessent de dire. Parce qu'alors vous ne comprenez pas la Russie. Si vous prônez l'élimination du régime ukrainien, alors vous ne comprenez pas cela. Vous savez, la Russie aujourd'hui, par exemple, lorsque j'y étais en août, j'ai été invité par le Club de l'Unité nationale. Ils sont en quelque sorte un prolongement de l'État de l'Union. L'État de l'Union est une relation politique et économique entre la Russie et la Biélorussie. Mais lorsqu'ils parlent de l'idéal, ils parlent des trois sœurs. Il y a une troisième sœur quelque part, et cette troisième sœur, c'est l'Ukraine. L'État de l'Union n'existe véritablement que lorsque la troisième sœur est ramenée à la maison. Et si vous ne comprenez pas que la Russie considère l'Ukraine comme la troisième sœur, alors vous ne comprenez pas la Russie. Et vous ne comprenez pas pourquoi Poutine agit comme il le fait. Poutine est en train de gagner cette guerre. Il la domine en réalité. Les gens doivent comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la Russie contre l'Ukraine. C'est la Russie contre l'Occident collectif. La Russie contrôlant cette capacité intelligente l'OTAN. Ils surpassent les États-Unis et l'OTAN réunis, et de loin. Ils produisent de meilleures armes, en plus grande quantité. Que veulent que la Russie fasse, exactement? Parce que la Russie est en train de gagner. Tout ce que des observateurs extérieurs comme Dr. O et d'autres préconisent mènerait la Russie sur une voie complètement différente. Une voie qui conduit inévitablement à l'escalade. Et l'escalade mène à un type de conflit totalement différent, avec des résultats différents de ceux que la Russie recherche actuellement. La Russie n'essaie pas de détruire physiquement l'OTAN, ni d'occuper l'Europe. La Russie cherche à ramener l'Ukraine dans son giron. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Et ils gagnent. Ils réussissent selon leur propre calendrier. Tous ceux qui sont frustrés par Poutine fonctionnent selon un calendrier indépendant de la réalité russe. C'est une chronologie belge ou bien une chronologie de Washington, D.C. Voilà. Mais revenons maintenant à l'essence de votre question à propos du Tomahawk. Tout d'abord, allons à Valdai. Encore une fois, c'est l'une des sources d'angoisse et d'inquiétude pour des gens comme Phil Doctorow et d'autres. Vous savez, Poutine a dit quelque chose à propos du Tomahawk. Premièrement, il a dit que c'est un vieux système. Il existe depuis un certain temps. Nous le connaissons bien. Nous pouvons l'abattre. Cela ne changera en rien la réalité du champ de bataille. Nous maîtrisons la situation. Mais si l'Amérique l'utilise, cela change fondamentalement la relation entre les États-Unis et la Russie. À un moment où il y a une lumière au bout du tunnel, cela reviendrait essentiellement à refermer ce tunnel. Il est donc réaliste à ce sujet. Il comprend le lien entre cela et par exemple la possibilité de poursuivre les discussions, les négociations sur la réduction des armements stratégiques. Le traité New Start arrive à expiration, mais Poutine a proposé un moratoire d'1 an à ce sujet. En gros, si les États-Unis vont de l'avant avec le système Tomahawk, cela mettra fin aux discussions. Mais on ne voit aucune panique du côté russe, car si l'on lit sa déclaration, la Russie est très à l'aise avec sa position actuelle en matière de dissuasion nucléaire stratégique, des armes modernes capables de déjouer n'importe quel système de défense aérienne, des armes qui donnent à la Russie une grande flexibilité et une forte capacité. Ils ne sont pas inquiets. Aimerait-il avoir un régime de contrôle des armements? Bien sûr, si les États-Unis le veulent, ils iront de l'avant. Mais s'ils ne le veulent pas, la Russie est à l'aise là où elle est,
Donc il n'y a aucune panique du côté de Poutine. Maintenant, l'autre point, c'est que les Russes comprennent qu'on ne peut pas simplement prendre pour argent comptant l'idée que Donald Trump claque des doigts et que dès demain, des Tomahawks apparaissent en Ukraine. Ce n'est pas si simple. Tout d'abord, Trump a exposé un cadre dans lequel des Tomahawks pourraient être fournis, et ce cadre passe par un État membre de l'OTAN. Les États-Unis ne fourniraient pas directement des Tomahawks à l'Ukraine, ils seraient plutôt livrés par un intermédiaire de l'OTAN. Donc bon, cela limite vraiment le champ des possibilités. Un seul membre de l'OTAN dispose aujourd'hui de la capacité Tomahawk. One NATO member today possesses Tomahawk capability. That's Great Britain. Great Britain ain't given up its. C'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne renonce à aucun de ces Tomahawks. Ce sont des systèmes liés aux sous-marins britanniques. Et ils sont également associés à des accords américano-britanniques concernant l'accès aux satellites utilisés pour guider les Tomahawks, ainsi qu'au chiffrement qui permet les communications nécessaires à leur guidage. Il y a une autre nation, les Néerlandais. Je crois qu'en 2018, ils prévoyaient une première livraison, qu'en 2023, ils ont commencé les essais, et que tout récemment, en avril 2025, ils ont effectivement testé un Tomahawk depuis l'une de leurs frégates. Ils ont également conclu un contrat pour l'acquisition de plusieurs centaines de missiles Tomahawk. La livraison commencera en 2028. Donc si le Tomahawk doit être fourni à un membre de l'OTAN et que ce membre de l'OTAN doit ensuite le fournir à l'Ukraine, à moins d'accélérer cette livraison, 2028 est la première date à laquelle les Néerlandais le recevront. Et ensuite, je suppose que s'ils le transfèrent immédiatement à l'Ukraine, l'Ukraine le recevra. La dernière fois que j'ai regardé le calendrier, nous étions en 2025. Et la dernière fois que j'ai vérifié le nombre de morts sur le champ de bataille, l'Ukraine ne sera plus là en 2028, vu le rythme actuel des pertes. Donc dès le départ, nous avons un problème. L'autre chose, c'est que le Tomahawk, ce n'est pas une arme miracle. Vous savez, je connais très bien le Tomahawk. Pendant la guerre du Golfe, nous avons utilisé des Tomahawks partout. J'étais inspecteur pour le traité INF. Dans mon sous-sol, j'ai l'ailette d'un Tomahawk à lancement terrestre qui a été éliminé dans le cadre du traité INF. C'était considéré comme une arme extrêmement déstabilisatrice en 1987 lorsque le traité a été signé et nous nous en sommes tous débarrassés. J'ai les restes d'un Tomahawk qui a été découpé conformément à ce traité. Pendant la guerre du Golfe, nous avons utilisé des Tomahawks à lancement aérien contre les Irakiens et nous avons aussi utilisé des Tomahawks à lancement maritime contre eux. Vous savez, j'ai signé beaucoup de documents dans ma vie, des accords de confidentialité entre autres, et il y a un chiffre dont nous n'avons toujours pas le droit de parler, même si la guerre s'est terminée il y a plus de 30 ans. Et ce chiffre correspond au nombre de Tomahawks qui ont atteint leur cible. Maintenant, vous pouvez faire le calcul et probablement comprendre pourquoi. Parce que si le taux de réussite avait été de 100%, on dirait « Oh mon Dieu, le Tomahawk était parfait ». Ce n'était pas le cas. Et il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'il en est. Parce que le Tomahawk n'est pas si performant. Il ne l'est tout simplement pas. Et la situation empire avec le temps, car à mesure qu'on l'utilise, les autres apprennent à le repérer et à l'abattre. Nous avons utilisé le Tomahawk contre la Syrie à plusieurs reprises, et il a été brouillé. Ils ont manqué leur cible, plusieurs d'entre eux. Encore une fois, réfléchissez. Plusieurs sont simplement tombés dans les champs, intacts, et ont été récupérés par les Syriens, puis transférés aux Russes. C'étaient les modèles avancés Block 4. Les Russes ont donc tout ce qu'il faut à leur sujet, intact. Ils les ont démontés, les ont examinés et ils ne sont pas du tout paniqués. Le Tomahawk ne fonctionne tout simplement pas. 35 ont été tirés contre Ispahan lors de l'opération américaine.
La dernière fois que j'ai vérifié, Ispahan était toujours debout. Vous savez, il faudrait une multitude de Tomahawks pour détruire une installation industrielle. Nous en avons tiré des dizaines contre Taji pendant la guerre du Golfe, et j'ai inspecté Taji à de nombreuses reprises en tant qu'inspecteur. C'est toujours debout. Oui, il y a eu des dégâts, mais ils ne l'ont pas mis hors service, et ils n'ont certainement pas détruit tout ce qu'il y avait à Taji qui valait la peine d'être détruit. Donc, l'idée que l'Ukraine va recevoir une poignée de Tomahawk et soudainement changer radicalement le cours de la guerre n'est qu'un rêve éveillé, un pur fantasme. Le Tomahawk n'est pas un facteur décisif. Tout d'abord, la grande majorité des Tomahawks tirés seront abattus. Ceux qui ne le seront pas, beaucoup tomberont en panne et n'atteindront pas leur cible. Et ceux qui atteindront leur cible, ils ne causeront pas tant de dégâts que ça. Donc cette arme miracle n'en est pas une du tout. Et les Russes le savent. Poutine ne panique donc pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait que Poutine fasse? Qu'il se lève et devienne livide. Qu'il dise « Oh mon Dieu, un Tomahawk! Si vous faites ça, ce sera la fin du monde. » Nous allons faire ceci, cela et autre chose. Et maintenant, vous êtes entré dans la tête de Poutine. La raison pour laquelle la Russie gagne la guerre, c'est que vous ne comprenez pas la façon de penser de Poutine. Poutine sait ce qu'il fait. Il est à l'aise avec cela. Il ne va pas surréagir. Mais voilà, et c'est là, encore une fois, que les déclarations du Dr O sont extraordinairement dangereuses. Les gens pensent que la Russie bluffe. C'est ça le problème. Parce que la Russie n'a pas surréagi, parce qu'elle a décidé qu'elle allait gagner la guerre et non pas jouer le jeu de l'OTAN. Elle ne va pas mordre à l'hameçon à chaque fois qu'on le lui tend. Et les Tomahawks sont un appât conçu pour provoquer une réaction des Russes. Poutine ne mord pas à l'hameçon. Mais cela est perçu par ceux qui ne comprennent pas la réalité russe comme une faiblesse. Et malheureusement, les personnes qui entourent Trump disent « Non, ne t'inquiète pas, les Russes bluffent. » Le même conseil a d'ailleurs été donné à Biden. Les Russes bluffent. Eh bien, les Russes ne bluffent pas. Je veux dire, à un moment donné, une ligne rouge sera franchie, obligeant la Russie à agir. Mais tant que cette ligne rouge n'est pas franchie, pourquoi la Russie gagne-t-elle cette guerre? Pourquoi la Russie aurait-elle besoin de faire quoi que ce soit pour modifier sa trajectoire? C'est ce que veut l'Occident. Il veut que la Russie s'écarte du chemin vers la victoire sur lequel elle se trouve actuellement. Parce qu'en ce moment, ce chemin ne mène qu'à des victoires russes. Nous voulons les en détourner. Et la question des Tomahawks est conçue précisément pour cela. Ce n'est pas un facteur décisif. Cela ne fera pas gagner la guerre à l'Ukraine. Mais ce que cela pourrait provoquer, c'est une série de mauvaises évaluations qui finiraient par plonger les États-Unis et la Russie dans une guerre nucléaire. Je veux rappeler que la doctrine nucléaire russe stipule clairement que lorsqu'une puissance nucléaire permet à une puissance non nucléaire d'attaquer la Russie, celle-ci considérera cette attaque comme provenant de la puissance nucléaire. Si les États-Unis fournissent à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk à attaque terrestre qui sont capables d'emporter une ogive nucléaire, il est impossible de prévoir la réaction de la Russie. Mais il existe un risque que la Russie considère cela comme une attaque nucléaire provenant d'une puissance nucléaire. Pensez-vous que, disons-le ainsi, nous avons appris de Keith Kellogg qu'il a déclaré que des hauts responsables à Washington lui avaient dit que la Russie ne pouvait pas gagner la guerre. Et ensuite, il a proposé de nouvelles idées sur la manière d'avancer et de discuter avec les Russes en ayant une certaine forme de levier. Mais qui sont ces responsables? Qui leur fournit ces informations? En savons-nous quelque chose? Savons-nous si Tulsi Gabbard? Je ne sais pas.
si Tulsi Gabbard joue un rôle quelconque dans toute cette situation. Parce que nous étions très optimistes à propos de Tulsi Gabbard et de ces personnes qui pourraient changer l'administration, qui pourraient apporter une certaine forme de raison au sein de l'administration à Washington. Eh bien, nous savons ceci. Lorsque Keith Kellogg a été nommé envoyé spécial, il a reçu une équipe et des personnes issues de la CIA, de la DIA, de la NSA, du département d'État, etc., ont été affectées à son équipe de soutien. Chacune de ces organisations que je viens de citer est profondément imprégnée de russophobie et peuplée de russophobes. La CIA, en particulier, a depuis longtemps perdu toute capacité à penser objectivement à propos de la Russie. Nous le voyons dans le fait que, par exemple, la haute responsable de la CIA qui a informé Donald Trump à la veille du sommet d'Alaska était une ancienne responsable du renseignement national nommée Julia Gaganis. En 2016, elle était l'officier national du renseignement pour la Russie et les affaires eurasiennes, supervisant la production de l'évaluation de la communauté du renseignement qui a fabriqué le dossier selon lequel la Russie, c'est-à-dire Vladimir Poutine, aurait influencé l'élection de 2016 en faveur de Donald Trump. C'est une russophobe. Elle ne sait rien de la Russie. Lisez ses écrits. Ils sont d'une ignorance sans borne. Vous savez, elle voit Poutine comme un autocrate. Elle ne comprend pas la démocratie russe. Elle ne comprend pas du tout la Russie, car son esprit est contaminé, et elle est entourée de personnes comme Fiona Hill et Andrea Kendall Taylor, une autre directrice adjointe du renseignement national. On pourrait énumérer les noms, ils sont tous contaminés. Mais c'est elle qui fait le compte-rendu. Ce sont ces personnes qui conseillent Keith Kellogg. Nous savons donc maintenant qui sont les responsables. Des personnes liées à ces agences qui fournissent officiellement des conseils à Keith Kellogg dans le but d'influencer sa vision du monde. Mais ce n'était pas nécessaire, car Keith Kellogg lui-même est un russophobe. Le peu qu'il sait de la Russie est complètement faux. On peut revenir en arrière et lire ce qu'il a publié avant que Donald Trump ne devienne président à propos de l'Ukraine. Et on se rend compte que factuellement, tout ce qu'il dit est erroné. Et lorsqu'on regarde les rares fois où il cite une source, on réalise que cette source elle-même est fausse, provenant soit directement d'Ukraine, soit d'une source fortement influencée par l'Ukraine. Keith Kellogg est un atout ukrainien. Bon sang, cet homme vient de recevoir une médaille de haut rang de Volodymyr Zelensky. Je veux dire, il travaille littéralement pour le compte de l'Ukraine. Donc vous avez un homme qui travaille pour l'Ukraine, décoré par le président ukrainien, recevant des informations d'éléments russophobes et pro-ukrainiens au sein du gouvernement américain. Et tu demandes, il dit ce qu'il dit. Donald Trump agit selon le principe de la paix par la force. Mais cela signifie qu'il faut paraître fort. En ce qui concerne la situation en Ukraine, il n'y a aucune force là-dedans. Je veux dire tout d'abord, ce dont l'Ukraine a le plus besoin, ce ne sont pas des missiles Tomahawk. Ils ont besoin de missiles Patriot. Mais les rapports indiquent que les Russes ont percé leur code. En ce moment, le Patriot a un taux de réussite d'environ 6%. 6%. Ce n'est rien. Et il n'y a pas assez de missiles patriotes, pas assez de systèmes patriotes. Les États-Unis ne vont pas les leur donner directement. L'Europe doit les acheter, puis les acquérir, et ensuite les transférer.
and then procure them and then transfer them. Oh, that's good, except the United Oh, c'est bien. States said, we're not Sauf que les États-Unis ont déclaré « Nous ne vendons rien parce que nous devons reconstituer nos stocks. China, we don't have any. Nous avons ce conflit potentiel avec la Chine, nous n'avons pas de missiles dans le Pacifique, nous devons renforcer nos réserves. With Iran again, Israël pourrait entrer en guerre, se battre à nouveau avec l'Iran, donc nous devons aligner tout un tas de missiles là-bas. there's no missiles available. Et puis il y a nous. Si les choses s'enveniment avec la Russie, nous aurons besoin de nos missiles. So Donc il n'y a pas de missiles disponibles pour l'Ukraine. I think anybody Et c'est précisément ce dont elle a besoin, mais qu'elle ne peut pas obtenir. Je pense donc que quiconque se concentre sur ce que Trump dit, plutôt que sur ce qu'il fait, se trompe de sujet. L'Europe dispose-t-elle de systèmes de défense indigènes ou de quoi que ce soit qui pourrait réellement défendre le continent si la situation s'envenimait avec la Russie? Europe has, the French and the British have L'Europe compte les Français et les Britanniques, qui disposent d'une capacité de dissuasion nucléaire limitée. Mais là, nous parlons de guerre nucléaire. Et à ce stade, l'Europe cesse tout simplement d'exister de manière conventionnelle. Faisons une pause un instant. Franchement, il faut que les gens se mettent à réfléchir sérieusement. Les Ukrainiens ont une armée comprise entre 700 000 et 900 000 hommes, selon le nombre qu'ils peuvent aligner chaque jour. Mais elle se réduit. Cela reste néanmoins la plus grande armée d'Europe. Les Russes ont quoi? Environ 780 000 soldats déployés dans l'opération militaire spéciale. Ils essayent d'étendre leur armée totale à environ 1,5 million. Mais, vous savez, ils sont fortement engagés dans l'opération militaire spéciale. Si vous avez 750 000 soldats déployés, affrontant 800 000 soldats, le long d'une ligne de contact qui définit l'Est de l'Ukraine, et que vous parlez d'une guerre entre la Russie et la Pologne, ou la Russie et les pays baltes, tracez simplement cet arc et essayez d'estimer combien de troupes cela nécessiterait des deux côtés. Maintenant, vous savez, il est presque impossible d'imaginer l'OTAN mobiliser 700 000 soldats pour défendre cet arc. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Mais il est tout aussi impossible d'imaginer la Russie rassembler 700 000 ou 800 000 soldats pour mener des opérations offensives dans cette zone également. Je veux dire, c'est de la stupidité à l'état pur. La Russie peut se défendre et mener des opérations ciblées si elle en a besoin. Prendre les États baltes ne serait pas très difficile. Mais la Russie ne veut pas faire cela. La Russie n'a aucune intention de le faire. L'OTAN n'a absolument aucune capacité à affronter la Russie de manière significative. L'OTAN ne peut pas mener d'opérations offensives. Elle n'a tout simplement pas les troupes pour cela. Chris Donahue, vous savez, le général, le commandant qui est intervenu il y a quelque temps et a parlé de prendre Kaliningrad. Nous pourrions le faire en très peu de temps, a-t-il dit. Non, vous ne pouvez pas, général. Tout simplement, vous ne pouvez pas. J'aimerais y être. Simplement avec quelles troupes? Ils sont entourés par l'OTAN. Enfin, en réalité, ils sont entourés par les États baltes et une partie de la Pologne. Mais si l'on compte les troupes déployées là-bas, il n'y en a pas assez pour faire quoi que ce soit à Kaliningrad. Vous allez intervenir avec la puissance aérienne, les bombarder et tout ça. Le problème, c'est que Kaliningrad n'existe pas dans le vide. Cela n'existe pas isolément. C'est une partie de la Fédération de Russie. Et je donnerais à peu près 1 heure d'espérance de vie au général Donahue à partir du moment où les forces de l'OTAN commenceraient à attaquer Kaliningrad, car ce serait une guerre générale avec la Russie. Et l'un des premiers endroits que la Russie éliminera sera le poste de commandement où se trouve le général Donahue. Ils le tueront. Ils tueront tous les commandants de l'OTAN. C'est la terrible réalité de la guerre. Et c'est là le problème. L'OTAN ne le voit pas.
L'OTAN n'est pas une troisième sœur. La Russie ne les invite pas à revenir dans le giron. Ils ne sont pas là à se dire « Oh, nous allons simplement supporter ta crise de colère, parce qu'un jour tu te calmeras, tu rentreras à la maison et nous t'accueillerons à nouveau. » L'OTAN est le mauvais neveu à qui la Russie va mettre une balle dans la tête. Le chien enragé. Si l'OTAN veut se comporter comme un chien enragé, alors elle sera traitée comme un chien enragé. La Russie, c'est l'Atticus Finch face au chien enragé. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et ils l'abattront dans la rue. Donc tout cela, c'est n'importe quoi. L'OTAN n'a absolument aucune capacité militaire conventionnelle qui puisse réellement menacer la Russie. Ils ont une certaine puissance aérienne, des avions modernes, mais regardez la façon dont ils déploient leur aviation et demandez-vous pourquoi. Quand les Allemands renforcent la Pologne, ils envoient 2 chasseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas une force aérienne expéditionnaire. Ils ne peuvent pas envoyer 2 escadrons, car ils ne savent pas comment déployer 2 escadrons depuis une base. Ils opèrent à partir de bases fixes, avec des systèmes de soutien fixes qui ne sont pas de nature expéditionnaire. Si vous décidez d'envoyer 2 avions et de les déployer sur un aérodrome étranger, il faut amener le soutien nécessaire, et ils n'en ont pas assez pour le faire. J'oublie, vous savez, les Néerlandais font voler quelques avions. Quelqu'un en a déployé 3, peut-être les Britanniques. 3 avions. Incroyable. Les 3 à la fois. C'est déjà étonnant qu'ils aient réussi à faire décoller 3 avions en Grande-Bretagne. Mais le fait est que l'OTAN n'est pas une puissance aérienne expéditionnaire. Seule l'Amérique l'est. Seule l'Amérique peut faire cela. Et nous nous en détournons. Nous nous en lavons les mains. Donc non, il n'y a rien que l'OTAN possède qui donne des aigreurs d'estomac à la Russie.